batelama po batelama na nzambe naleli yo Beni Masisi Lumo ya Kashaba Motema pasi ebana bunaganda ye Zambe alola abatela bino Zambe Miyibi batondi biso na mboka Kobetisa biso mitu Tosanza bambongo ya masumwe Kobebisa biso mitu Kasi soki balobi na yo Sinye sosola Kanisa mboka sosola Soki balobi na yo oh oh Kolanda bongo te sosola Wolo Mboke tonda kubele Kasi pona ninyo Pana kalala libanda Kasi mboka eza pe ya kukufa kokamwa Totelema Boya tosangana bana mboka lamuka lelo Mboka kitoko etonda banyama ebele na mabanga ya talo Mboka na biso Okoyeba moto na misala na ya Bayeba kanzete na Mboka ya Bangkoko Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ces nouveaux numéros. Où est mon micro? Ah, ok, le micro est ici. Bienvenue à toutes et à tous à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Nous sommes aujourd'hui ici et tout de suite maintenant, c'est l'heure du bilan. Ils ont totalisé 100 jours à la tête de leur ministère. Le président de la République, rappelez-vous, a choisi, a fait un choix à son gouvernement, aux hommes et femmes qui doivent l'accompagner tout au long de son mandat. Je ne sais pas s'ils feront 5 ans avec lui, mais jusque-là, ils ont déjà fait presque 100 jours. Alors, 100 jours, nous avons un très bon exemple de ces mots 100 jours en RDC. Lui-même est l'initiateur de ces mots 100 jours. Il est temps pour nous de faire un bilan de ces hommes et femmes du gouvernement sur qui repose la vision, la confiance du président de la République pour atteindre sa vision. Aujourd'hui, nous nous permettons de parler des 100 jours, du bilan des 100 jours de certains. Ce n'est pas, je ne souhaite pas que je sois accusé de, parce qu'il y a des mots, il y a des gens qui veulent accuser les autres, qui vous diront, puisque je n'ai pas vu peut-être mon visage, il s'agit, il y a des termes que j'ai toujours écoutés ici, d'une épuration ethnique, d'une haine, non, il y a des gens qui sont spécialistes dans des mots. Alors, si j'enlève, mais je n'ai pas mis tous les 60, où ils sont presque 60, je n'ai pas mis tout le monde. J'ai juste mis quelques images, mais nous allons parler de cette question. Chers amis, il est temps pour nous de faire un bilan. Qui a fait quoi? Ils ont déjà fait 100 jours. Est-ce qu'il faut évaluer leur travail après 100 jours? Est-ce que le temps est suffisant pour les évaluer? Certaines personnes pensent que 100 jours, c'est pas du tout suffisant. Il faut leur accorder peut-être 6 mois. Certains aussi, d'autres pensent que 100 jours, c'est beaucoup. On peut même évaluer pendant 5 jours, pendant 10 jours. Pourquoi ne pas le faire après 100 jours? Alors, bienvenue à cette émission. Moi, je m'appelle Honoré Kabongo. Je suis accompagné, cette émission est sponsorisée par BioEbs Cacao. Les produits que vous aimez bien, je vais vous montrer. J'étais en train de prendre mon cacao tout à l'heure là.
Alors, les bons produits que vous aimez, vous êtes habitué à prendre du cacao. Il ne suffit pas d'être malade. Donc, prenez le cacao à tout moment. Ça aide pour les corps, ça aide pour notre système sanguin. Ça aide également, je ne souhaite pas en parler en français, nakolobela na lingala, ezosonga na mabota na biso, ezosonga pour beaucoup de choses. Ça fait plus de 2 ans, nous allons à notre 3e année en train de consommer le cacao et avoir des témoignages partout à travers le monde. Donc, tous les numéros pour avoir votre cacao, c'est ici en bas. Et vous voulez aussi sponsoriser cette émission. Tobima, Bapomba, grâce na yo. Appelez-nous. Faites-moi un voice au numéro de la chaîne qui est ici, qui est juste ici. Plus 1 385 215 0762. Aska Nalina Zala, sponsor ya émission na. Sponsor aza montupé, toko talaka sponsor ya émission à HK Today. Alors ça fait quand même du bien. Merci beaucoup, on est ensemble et on continue. Je salue tous ceux qui sont avec moi dans cette émission depuis le début. La première personne qui nous a marqué aujourd'hui, la première, c'est notre chère Marie-Jeanne Kalonji, MJK. Oumela Yaya, Oumela. Marie-Jeanne Kalonji. Est-ce que vous avez un Kalonji, Gustave? Mais même Soki. En tout cas, ma soeur Marie-Jeanne, merci beaucoup. Roger Moulumbaï, merci. C'est la première fois, Roger, que je vous vois comme partenaire. Là, je suis en train de citer seulement les partenaires. Ils méritent ma salutation, ils méritent mes encouragements. Merci, chers partenaires, soyez avec nous. Accompagnez-nous dans cette lutte. Si vous êtes partenaire, vous nous accompagnez. Alors, merci. Merci à Jules Moulumba, partenaire. 3e partenaire, c'est qui? C'est Jean Boex. Jean-Luc Boex, qui n'est pas... Oui, c'est notre 3e... On ne peut pas l'oublier. Nous avons également MS Birotique qui est là. Nous avons Alain Molengo. Merci beaucoup, Alain, d'être là. Notre partenaire, Irène Etosha. Merci beaucoup, chère Irène, d'être là comme notre partenaire qui assiste à ces matchs. Aujourd'hui, Ezaya Koyinda, match Ezamabe, Basilikate. Nous ne faisons qu'une petite évaluation. Et pour terminer, je salue également un autre partenaire qui vient de se connecter, non, Lelo et Zaka 5 qui sont connectés. Alors, je ne suis pas seul. Dans cette émission, je vous avais promis que je devrais avoir cette tête pensante, cette pépinière du savoir. Il s'agit de Eric Mwamba, journaliste d'investigation depuis l'Australie, éditeur du Grand Journal, un grand journal que vous pouvez lire en ligne, www.grandjournalcd.com, et vous avez des informations fiables, professionnelles, écrites par un spécialiste. Mon Salah toute sa vie, c'est écrire des journaux. Alors, il faut avoir confiance en Eric Mwamba. Eric Mwamba est avec nous depuis l'Australie. Eric, bonjour, bienvenue. Bonjour HK, bonjour à tous les partenaires de HK Today. Merci Eric, bienvenue dans cette émission. Il fait, donc aujourd'hui en Australie, il fait quelle heure là? 5h, 4h? Dimanche, 6h du matin. Dimanche, 6h du matin. Alors, c'est bon Eric. Merci d'être là avec nous pour évaluer cette situation. La question de la RDC préoccupe tout le monde. Merci d'être là avec nous. Eric, tu vois tout le monde derrière moi. Ce sont des ministres de la République démocratique du Congo. Eric, avec la permission de ceux qui nous suivent, avec le respect que nous avons envers ces gens qui nous suivent et ceux qui sont derrière moi, je vous permets, Eric, aujourd'hui, d'entamer d'ouvrir cette boîte à Pandore. Nous allons évaluer ces gens qui ont totalisé 10 ans. Est-ce qu'ils sont proches d'atteindre la vision du président de la République déjà avec 100 jours à la tête de leur ministère, ou c'est impossible? Alors, pour commencer,
Alors, tout le monde me dit que c'est 5 sur 5, on peut commencer HK. Je ne souhaite pas des insultes. Je ne souhaite pas, s'il vous plaît. Congolais Miss Gol. Congolais Miss Gol. Ce sont des gens comme Apesi. Marie-Jeanne Kalonji, c'est Marie-Jeanne Kalonji. Gilles Moutebois, c'est Gilles Moutebois. Tout le monde. Donc, je ne souhaite pas que tu fingana. Je pense que ta place n'est pas ici. Ici, c'est une classe. Il y a moi l'écolo. Alors, Eric, par où on va commencer? Est-ce que nous pouvons évaluer? D'abord, c'est la première question que certaines personnes se posent. Est-ce que nous sommes en mesure d'évaluer quelqu'un dans 100 jours? Est-ce que c'est possible? Oui, HK, c'est une question qui est revenue souvent. J'ai suivi, par exemple, beaucoup d'analystes, beaucoup de commentateurs qui ont estimé que 100 jours, c'est très peu. Il y a d'autres qui ont dit qu'il ne faut pas toujours copier, coller des choses d'Occident et puis venir avec ça. En RDC, il y a des réalités qui ne permettent pas d'analyser dans 100 jours. Mais moi, j'aimerais, on va partir de, on va faire un peu de pédagogie. On va répondre, avant de répondre à la question, est-ce qu'on peut évaluer un gouvernement 100 jours après? Donc, je vais d'abord expliquer d'où est venue cette pratique des 100 jours. L'idée d'évaluer le gouvernement 100 jours après son installation est venue d'où? Donc, j'aimerais faire un peu de pédagogie. Donc, en fait, on y va alors. On y va. Oui. Pédagogiquement, en fait, oui, ouais. On y va. Oui, en fait, c'est le 32e président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, qui était président entre 1933 et 1945. C'est le seul président des États-Unis qui a fait 3 mandats, donc qui est resté au pouvoir jusqu'à sa mort. C'est lui qui a, une fois qu'il était président, l'Amérique venait de connaître ce qu'on appelle la Grande Dépression. Donc, le pays était dans une situation très difficile. Alors, Roosevelt n'avait pas le temps. Il voulait absolument trouver des solutions aux problèmes du pays, aux problèmes de la population. Alors, il a convoqué le Congrès des États-Unis d'urgence et il a gardé le Congrès pendant 3 mois. Il leur a dit, donc, pendant 100 jours, donc 3 mois, c'est 90 jours, donc c'est 90 jours. Il leur a dit, vous n'allez pas sortir d'ici si vous ne me donnez pas des solutions aux problèmes des États-Unis, puisque la dépression, c'est-à-dire il y avait la crise financière, la crise bancaire qui a entraîné toutes sortes de problèmes de misère, de pauvreté, d'inflation dans le pays. Alors le président Franklin Roosevelt, qui était d'abord gouverneur de New York avant d'être élu président des États-Unis, il a dit au Congrès, je vous bloque, je vous garde pendant 3 mois, donc l'équivalent de 100 jours, donc 90 jours, avant de vous libérer, vous devez me donner la solution. Alors le Congrès a élaboré 15 projets importants, donc 15 projets de loi. Le Congrès aux États-Unis, c'est comme notre Parlement au Congo, en RDC, vous avez l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le Congrès des États-Unis, pendant 90 jours, ils ont élaboré 15 projets importants qui ont permis d'élaborer une politique qu'on a appelée aux États-Unis socio-security. Donc, c'est qu'on peut dire en français, comment on peut dire ça? C'est la politique sociale. La politique sécurité sociale. Sécurité sociale. Social security, oui. Sécurité exactement, sociale. Exactement. Donc, sécurité sociale. Donc, c'est à partir de cette politique que les États-Unis ont sorti la tête sur la surface de l'eau et les États-Unis se sont mis sur la route jusqu'à devenir aujourd'hui grande puissance. À partir de là, à partir de ce moment-là, le monde entier, les autres pays civilisés ont compris qu'à partir de 100 jours, un gouvernement qui fait 100 jours est en mesure de prendre des mesures
qui vont mettre le pays sur le rail, qui vont donner des signaux positifs, qui vont donner des orientations, qui vont constituer une boussole qui va permettre à développer le pays. C'est de là que la pratique des 100 jours est venue. C'est ça l'origine de la pratique des 100 jours. Maintenant, maintenant, on peut répondre à la question. Est-ce qu'on peut évaluer un gouvernement après 100 jours? Moi, j'ai Répondez à la question. Peut-on évaluer un gouvernement après 100 jours? Moi, ma réponse est catégorique et elle est même plus catégorique que ça. Moi, je réponds oui. On peut évaluer un gouvernement après 100 jours à partir de, par exemple, cette indication, c'est leadership de Franklin Delano Roosevelt qui a donné la voie. On peut évaluer un gouvernement après 100 jours. Mais on peut évaluer aussi un gouvernement après un jour. C'est-à-dire un leader, après avoir été élu, par exemple, le matin, le soir, on peut évaluer son action. Puisqu'il y a des choses qui ne demandent pas, qui relèvent de ce qu'on appelle la stratégie intangible, c'est-à-dire des choses, des décisions que vous pouvez prendre, des comportements, des attitudes que un leader peut prendre. Par exemple, le Premier ministre ou un ministre peut adopter certaines attitudes qui ne l'obligent pas d'avoir de l'argent ou d'avoir des moyens substantiels. Par exemple, on en a déjà parlé dans cette émission, un leader, le Premier ministre ou un ministre qu'on nomme dans un pays en difficulté comme le Congo, peut changer son style vestimentaire. Par exemple, puisque déjà, il faut adopter un mode vestimentaire qui te permet, qui est compatible avec la situation. Donc, ça ne sert à rien, par exemple, pour le cas de Madame la Première ministre ou d'une femme ministre, d'être en haut talon, de porter les pagnes toujours, alors qu'il y a des endroits où il faut aller au Congo, où quand vous êtes en haut talon, avec les difficultés de transport, les embouteillages, etc. Donc, être toujours en costume, 3 pièces, costume, cravate, ce sont des décisions qu'on peut prendre le matin, une fois ou soit quelques instants après votre nomination, vous mesurez l'importance de votre fonction. Par exemple, on peut décider de la gestion du temps, la gestion efficace du temps, puisque la gestion efficace du temps est une stratégie dans la rentabilisation des sociétés. Aujourd'hui, les États sont gérés comme des entreprises. Donc, un ministre, un premier ministre, un ministre peut décider d'instaurer la ponctualité comme un des principes dans la gestion pour permettre de rendre, d'élaborer, d'accomplir des tâches dans le temps. Vous voyez, souvent, c'est des choses qu'on n'a pas changées au Congo, par exemple. C'est pour cela la plupart des réunions se tiennent toujours en retard. On va en parler lorsqu'on va faire, on va entrer dans les détails. Par exemple, l'élaboration des rapports. Il y a des rapports qu'on doit élaborer, les rapports journaliers, les rapports hebdomadaires, les rapports mensuels, le rapport trimestriel. Ce sont des choses qui n'ont pas besoin qui ne demandent pas de l'argent, mais qu'on doit faire si on met en place certains principes rigoureux dans la gestion du gouvernement, par exemple la ponctualité. Donc, ça, ce sont des choses qu'on peut changer en une journée ou qu'on peut changer dans quelques jours. On peut changer cela. Donc, ma réponse est catégorique et affirmative. On peut changer le gouvernement 100 jours après. Et on peut évaluer le gouvernement 100 jours après. D'accord, merci beaucoup. Merci. Un moment. Il y a un petit problème. Je pense que nous l'avons résolu. On avance alors. Donc, on peut évaluer même dans 5 jours, 10 jours, même 100 jours. Et d'ailleurs, tu as évoqué quelque chose de très important. Hier, j'évoquais la question du temps ici avec des embouteillages en RDC. Et quand quelqu'un il va au travail, il passe 3 heures dans les embouteillages. Donc, la notion du temps n'est pas respectée. La productivité n'est pas au rendez-vous.
Bref, donc c'est un pays qui se recherche en fait, puisque le temps, the time is money, comme les anglophones le disent. Mais en RDC, ce n'est pas je ne sais pas si c'est seulement à Kinshasa où les embouteillages sont aussi pareils dans les grandes villes du pays. J'étais à Matadi, j'ai vu que c'est encore pire, puisque vous pouvez passer ces jours-là. J'ai passé près de 3 heures sur un tronçon là où il faut faire peut-être 3 minutes. 3 heures. Alors, donc là, ça a des répercussions même sur la production et c'est grave pour un pays. Alors, maintenant, s'il faut évaluer la situation de ces ministres, quels sont les critères que nous allons mettre en place? Maintenant, oui, ça va évaluer aussi en l'air. Oui. Oui, ça c'est une question très importante. Maintenant, il faut prendre un autre principe. L'autre principe, c'est dans quel esprit le président Félix Tshisekedi, quel était le tempo, qu'est-ce qui était dans la tête du président dans la manière de former ce gouvernement. On va regarder à travers les personnalités qui occupent des ministères clés, des ministères importants, en commençant par Madame la Première ministre elle-même. Donc, Madame la Première ministre, elle était d'abord ministre du Plan. Donc, elle était le cerveau moteur du gouvernement précédent, du gouvernement Sama Lukonde, puisque c'est à partir du plan qu'on conçoit toute l'architecture, toute la programmation de l'action gouvernementale. Donc, le président Félix Tshisekedi a élevé la personne qui était ministre du Plan, donc qui était cerveau moteur du gouvernement, au rang du Premier ministre. Parce qu'en tant que tel, elle avait tous les dossiers sensibles, tous les dossiers stratégiques dans ses mains en tant que ministre du Plan. Donc, en commençant d'abord par la conception, la gestion et la coordination. Donc, elle est devenue ministre du Plan. Donc, la personne qui était directeur du cabinet du président de la République est devenue ministre du Plan. Vous voyez, donc ce sont des personnalités du sérail présidentiel. Donc, il faut aussi noter que Madame la Première ministre, avant d'être ministre du Plan, elle était d'abord aussi membre important du cabinet du président de la République. Elle était responsable d'un service qu'on appelait le service de veille au sein du cabinet présidentiel. Donc, on a un autre ministère important, le ministère de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, qui a été confié à M. Jacquemain Chabani, qui est un des fidèles du président de la République et qui était même le directeur de campagne du président de la République. Le ministère de l'économie a été confié à un ancien conseiller en économie du président de la République, le professeur Samba. Donc, on peut citer comme ça sans fin pour dire que l'esprit, ce qui était dans la tête du président de la République, il a formé un gouvernement qu'on peut appeler des gouvernements de consolidation, puisque le message principal de la campagne du président Félix Tshisekedi, c'était la consolidation des acquis réalisés lors du premier mandat du président. Alors, il a formé un gouvernement de consolidation des acquis en mettant à des postes stratégiques des personnalités qui étaient déjà censées connaître sa vision. Soit ces personnes étaient déjà dans le cabinet du président, soit ces personnes étaient dans le gouvernement Sama Lukonde, toujours sous la direction du président de la République. Donc, on peut déduire que ce sont des personnes qui ont les dossiers, qui connaissent les dossiers et qui vont assurer la pérennité, c'est-à-dire il n'y a pas, c'est une sorte de continuité. Et si on ajoute à cela le principe cher en gestion des affaires publiques, qu'on appelle le principe de continuité des affaires publiques, c'est-à-dire qu'on associe l'administration publique qui gère les affaires de l'État au quotidien, puisque les ministres sont chargés d'appliquer, d'exécuter la politique gouvernementale, mais vous avez l'administration publique qui est composée des agents et cadres, des experts qui sont en charge de ces dossiers au quotidien. Alors, quels sont ces dossiers? Parmi ces dossiers, on a le projet de 145 territoires. On a le projet de la gratuité de l'enseignement.
On a le projet de l'insécurité, donc la sécurité, le problème de la sécurité à l'est du pays, par exemple, et d'autres problèmes sécuritaires à l'intérieur du pays, tels qu'Akwamutu, etc. Et on a le problème de diversification de l'économie. Ce sont toutes ces questions que le président a confiées à une équipe qui était déjà avec lui. Donc, par conséquent, pour moi, je considère que c'est tout à fait normal que nous puissions évaluer cette équipe, puisque cette équipe assure la continuité du gouvernement précédent, avec des personnalités clés qui continuent à occuper soit le même poste qu'ils occupaient avant, comme par exemple le ministre Jean-Pierre Liao, à qui le président a donné la chance de continuer à gérer le ministère de l'administration publique, qui est le responsable des ressources humaines de l'action gouvernementale. Donc, pour moi, à partir de toutes ces raisons, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, nous puissions évaluer ces gouvernements. Maintenant, on va se poser la question de savoir quels sont les résultats 3 mois après. Ça, c'est une question qu'on va voir maintenant. Il y a aussi, je dois préciser une chose, que les Congolais sont aussi en train de faire leur bilan ici, mais est-ce que vous allez permettre qu'on cite des noms que les Congolais sont en train d'évaluer ou on ne peut pas faire ça? Bon, eux, ils peuvent citer les noms, mais moi, j'aimerais qu'on puisse parler des principes généraux. Donc, on parle des principes généraux. Ça, c'est bon. Vous pouvez continuer à... principes généraux. Pourquoi j'ai dit ça? Puisque le gouvernement, comme je l'avais déjà mentionné lors de notre émission précédente, le gouvernement est un système, le gouvernement est un tout. C'est un ensemble de maillons, c'est un ensemble de particules, de façon que vous ne pouvez pas dissocier. Donc, le ministre de la Justice ne pourra pas réussir son secteur s'il n'a pas la coopération avec les autres ministères. Par exemple, si pour désengorger les prisons, ça demande des moyens et ces moyens doivent venir d'autres ministères, tels que le ministère des Finances, ainsi de suite. Donc, vous avez une action d'un ministère va chevaucher avec les interventions des actions d'autres ministères. Donc, le gouvernement ne sera pas efficace seulement avec l'efficacité d'un seul ministère. Ça ne va pas marcher. Donc, voilà pourquoi moi, j'aimerais que nous puissions parler des principes au lieu de parler des individus. D'accord, merci beaucoup. Il y a des questions qui arrivent, il y a des impressions, il y a aussi les bilans de ceux qui suivent cette émission. Faites-nous votre bilan. Quel ministre vous a marqué? C'est la question que nous avons posée au début de cette émission. Ils ont déjà 100 jours au pouvoir. Qui d'entre eux vous ont marqué? Vous allez aussi répondre à cette question. Maintenant, Eric, revenons à leur bilan. Qu'est-ce qu'ils ont fait de concret? Bon, moi, je mets... Quels sont les résultats d'après vos enquêtes? Moi, je mets devant moi ce que j'appelle le baromètre socio-économique. Le baromètre socio-économique, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la manière dont le gouvernement a permis à la population congolaise d'avoir accès à l'eau, d'avoir accès à l'électricité, aux soins de santé, à l'éducation, aux infrastructures de base. C'est l'ensemble de tout ça. D'ailleurs, moi, j'évoque les principes et les gens qui nous suivent regardent autour d'eux, ils les regardent dans leur quartier, ils les regardent dans leur vie quotidienne pour voir quel est le taux, par exemple, d'accès, comme l'amélioration d'accès de la population à l'eau pendant les 100 premiers jours du gouvernement souminois. Comment le gouvernement a amélioré la desserte en eau, dans quel pourcentage? Les gens qui sont dans les quartiers, ils vont voir. Donc, moi, je présente la situation. Est-ce que les gens qui nous suivent, par exemple, qui sont dans les différentes provinces en RDC, ont senti l'amélioration dans la desserte à l'eau, à l'électricité, à l'éducation? Moi, je peux donner seulement quelques indicateurs. Par exemple, si je prends la rentrée scolaire, donc la gratuité de l'enseignement qui est un
projets phares, une des politiques publiques phares du président de la République, la gratuité de l'enseignement. Vous allez remarquer, vous allez constater que la rentrée scolaire ici a commencé avec la grève des enseignants. Ça, pour moi, je trouve que c'est grave. Le gouvernement aurait pu négocier avec les enseignants pour que la rentrée scolaire se fasse dans de bonnes conditions, puisque le gouvernement savait que la rentrée scolaire va coïncider avec les premiers jours de son entrée en fonction, puisque le gouvernement est entré en fonction au mois de juin et au mois de septembre. Donc, 2 mois après, la rentrée scolaire allait avoir lieu. Et la rentrée scolaire, c'est une des politiques phares du président de la République. Mais je constate malheureusement que le gouvernement n'avait pas anticipé. Et il y a eu des grèves presque généralisées, presque partout. Et la rentrée scolaire ne s'est pas déroulée dans de bonnes conditions. Ça, c'est un indicateur, par exemple, pour moi. Alors, je disais ceci. Ouais. Je voudrais vous aider à partir sur ce chemin du bilan en faisant référence aux 6 piliers du président de la République. Puisque il ne s'agit pas de tous les ministres sur un pilier, mais il s'agit d'une combinaison de différents ministères qui aboutissent, les efforts de certains ministères qui aboutissent à quelque chose ou à un pilier quelque part. Prenons par exemple le premier pilier. Je rappelle qu'il y en a 6. Le premier pilier du président de la République, c'est l'emploi. Le deuxième, c'est la facilitation du pouvoir d'achat, disons l'augmentation du pouvoir d'achat. Le troisième pilier, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. Le quatrième pilier, c'est la diversification de l'économie nationale. L'économie, oui. Et puis, le 5e pilier, c'est l'accès aux services de base. Là, quand vous avez parlé de l'eau tout à l'heure, je pense que vous faites allusion au 5e pilier qui est les services de base. Et le 6e, enfin, c'est le renforcement de la sécurité publique. Revenons d'abord sur le premier pilier qui est l'emploi. Est-ce qu'il y a des efforts? Parce que moi, je pense qu'on ne peut pas citer des gens maintenant pour dire celui-ci a échoué, celui-ci a réussi. Est-ce qu'il y a des efforts tendant à conduire les ministres concernés à atteindre ces piliers, peut-être d'ici avant la fin du mandat? Mais tout commence par des signaux. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, les signaux en ce qui concerne la création des emplois, moi je trouve que le gouvernement aussi n'a pas vraiment fait attention. Je vais donner un exemple, puisque nous allons donner quelques indications, hein, puisque peut-être il y a des choses qu'ils ont faites, mais pour lesquelles ils n'ont pas communiqué. Et là, pour moi, la plus grosse faiblesse, par exemple, lorsqu'on parle de toutes ces informations, la création des emplois, c'est ce que nous avions dit, HK, dans la précédente émission. Nous avons déploré l'absence des données statistiques, c'est-à-dire l'absence des informations sur les sites Internet des ministères ou soit des services publics, puisque c'est que moi, je ne suis pas d'accord avec... par exemple, la politique du ministre Patrick Mouyaya dans ce qu'il appelle le changement du narratif, c'est puisque il faut créer les informations, donc il faut créer les données statistiques, les mettre à la disposition de la population, c'est-à-dire les mettre à la disposition sur les sites Internet des ministères et les sites Internet des services et des établissements publics. Si aujourd'hui, par exemple, nous voulons savoir quels sont les emplois, puisque le gouvernement a promis de créer 1 500 000 emplois par an, c'est-à-dire il faut subdiviser 1 500 000 emplois par an, par 12 mois, pour savoir combien d'emplois on devait créer chaque mois. Alors, si on fait cette arithmétique, on saura... Éric, j'ai fait ces calculs très rapidement. Ouais. Le gouvernement nous a promis 1 500 000. Mais ici, je reviens pour dire que je ne pense pas que
on devrait commencer déjà à avoir 1 500 000. Donc, Non, 1 500 500 000, 000, c'est par an, c'est pour toute l'année. 1 500 000, c'est pour toute l'année. Oui. Maintenant, il faut que chaque mois, il y ait un effort de création de certains emplois. Chaque jour, divisé par 12, nous avons divisé par 12, nous avons 125 000 emplois par mois. OK. Alors, pour les 3 mois, qu'on a déjà consommés, multiplié par 3, ce qui nous donnera 375 000 emplois qui devraient déjà être créés dans les 100 jours. OK. Maintenant, quand vous faites cette arithmétique, il faut que cette information soit disponible quelque part. Et cette information ne peut être disponible que sur le site du ministère de l'Emploi, puisque le ministère de l'Emploi a des services sous tutelle, tels que l'ONEM, par exemple, l'Office national de l'emploi. Il y a plusieurs d'autres établissements qui ont été créés, tels que l'ANADEC, tels que l'ANAPI. Il y a toute une panoplie de services qui ont été créés par le gouvernement pour concourir à la création des emplois au pays. Et maintenant, ces services devraient mettre ces informations sur leur site Internet, y compris sur le site du ministère de l'Emploi et sur le site du ministère, par exemple, de la fonction publique, sur le site de la primature, sur le site du ministère de l'Information. Or, quand vous allez sur ces sites, vous n'allez pas trouver les informations qui vous indiquent combien d'emplois l'État crée ou permet de créer. Puisque lorsqu'on parle de création des emplois, ce n'est pas l'État seul. Là, c'est important aussi de le préciser. Ce n'est pas l'État seul qui doit créer les emplois, mais l'État aussi doit faciliter dans le cadre de ce qu'on appelle les 3P, c'est-à-dire le partenariat public-privé. L'État doit faciliter aussi à travers des mesures incitatives qu'il prend pour permettre aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, les économies du monde reposent sur ce qu'on appelle les small business, donc les local content, comme on le dit en anglais. Donc, alors là, où est-ce que nous allons trouver cette information? Nous allons le trouver sur les sites des ministères. Oh, il s'est fait malheureusement que, d'ailleurs, la création de ces informations constitue en elle-même les emplois, puisque dans la création des bases de données, des données statistiques, par exemple, le gouvernement n'est pas obligé de travailler seulement avec les fonctionnaires de l'État. Le gouvernement peut travailler avec les Congolais, avec les privés. Les Congolais qui ont la compétence. Donc, le gouvernement doit encourager. Donc, les mesures incitatives que le gouvernement prend permettent aussi à d'autres Congolais de mettre en place leur propre structure. Ou soit le gouvernement identifie les structures des Congolais qui peuvent l'accompagner dans la création des emplois. Et toutes ces informations doivent se trouver sur les sites Internet. Il s'est fait malheureusement qu'on n'a pas des informations. Les sites Internet du gouvernement et des établissements publics sont désertiques. Il n'y a pas d'informations. Mais moi, je peux donner un indicateur. Un indicateur en ce qui concerne la création des emplois. C'est par exemple concernant les infrastructures qui ont été construites dans le cadre des Jeux de la francophonie et qui ont coûté, selon les ministères des Finances, plus de 300 millions de dollars. Donc, ces infrastructures sont aujourd'hui abandonnées. Ils ne sont pas utilisés. Or, le fait d'utiliser ces infrastructures, par exemple, signer des contrats, l'État devait signer les contrats avec les Congolais qui sont, par exemple, qui ont des entreprises spécialisées dans l'organisation des événements, par exemple, ou des activités, pour l'utilisation de toutes ces infrastructures qui ont été créées. On avait construit des cuisines, on avait construit des hébergements, on avait construit de nouveaux terrains de sport, etc. Toutes ces structures, ces infrastructures, aujourd'hui sont abandonnées. Ce qui fait que ça constitue un manque à gagner. J'ai vu que l'État lui-même gère ça en accordant ça au privé. Si vous avez besoin d'être logé, on vous loge, c'est l'État qui gère ça. Est-ce qu'il faut nécessairement accorder ça au privé?
Oh, l'État n'a pas géré ça puisqu'il n'y a pas longtemps, le nouveau ministre des Sports, Didier Boudjimbou, a fait une déclaration lors d'une émission où il a constaté que ces infrastructures étaient abandonnées et qu'elles étaient même en début d'état de délabrement. Donc ça, au lieu que ces entreprises, ces infrastructures constituent à la création des emplois, ces infrastructures deviennent même un problème pour l'État, deviennent une charge pour l'État, puisque quand elles vont tomber en ruine, je suivais le président de la République avant la formation de ce gouvernement, qui a dit qu'il s'organisait pour que la prochaine CAN qui va intervenir en 2029 soit organisée en République démocratique du Congo. Par conséquent, il faut construire de nouvelles infrastructures. Si déjà les infrastructures, parce que ces genres d'infrastructures partout dans le monde sont gérées par les privés, c'est ça qui permet de créer des emplois. C'est-à-dire, si déjà les infrastructures que vous avez créées dans le cadre des Jeux de la francophonie sont abandonnées, comment vous allez faire pour... Donc, pour moi, ça, c'est un indicateur que il n'y a pas vraiment d'effort, il n'y a pas vraiment de vision claire sur la création des emplois. Mais je peux faire une note positive. Il y a le ministère de la Recherche scientifique, par exemple, qui a organisé un forum qui a identifié ce qu'ils appellent le génie congolais, qui ont présenté des possibilités, qui ont présenté des maquettes, qui ont présenté des projets qui permettent la création des emplois, la création des entreprises. Maintenant, reste à savoir, puisqu'il faut savoir aussi qu'au Congo, l'organisation des colloques, l'organisation des forums constitue en elle-même une possibilité. Donc, c'est-à-dire on organise des forums juste pour avoir l'argent, organiser cet événement, avoir l'argent, et puis les résolutions ne sont pas mises en application. D'accord. Alors là, c'était... Il y a des Congolais qui pensent qu'on pouvait évaluer chaque ministre. Je pense qu'ils sont nombreux et on n'y arrivera pas. Alors, nous allons prendre, par exemple, les pouvoirs, l'augmentation du pouvoir d'achat des Congolais. Est-ce que à ce niveau, il y a des efforts marqués à ce niveau-là? Bon, pour augmenter le pouvoir d'achat, il faut diversifier. Il y a des piliers qui se chevauchent, Parce que, par exemple, pour augmenter le pouvoir d'achat de la population, il faut créer les emplois. Par exemple, pour augmenter le pouvoir d'achat, il faut diversifier l'économie, créer commencer à faire la production locale, alors qu'on a une économie qui est toujours extravertie, on n'a pas créé les emplois, on n'a pas encouragé la productivité locale. Par conséquent, les gens n'ont pas de pouvoir d'achat. Parce que pour augmenter le pouvoir d'achat, il faut d'abord que les gens puissent avoir le pouvoir d'achat qu'on va augmenter ou soit qu'on va améliorer. Aujourd'hui, la plupart des gens ne regardent que la fonction publique. Or, nous savons tous que la fonction publique n'a pas des salaires beaucoup plus importants. Ils peuvent permettre aux gens qui travaillent de vivre décemment. Donc, il faut renforcer, comme on avait dit en amont, la capacité de l'État à favoriser l'émergence du secteur privé avec la création des emplois, la création de la diversification de l'économie, la productivité locale, etc. Ce qui n'est pas encore été fait dans 3 mois. D'accord. Là, c'est quand même important de souligner que dans 3 mois, il y a peut-être des mesures ou des signaux, des mesures qui peuvent être prises sans un budget. Sans un budget. Aucun budget, aucun rond. Mais juste un stylo peut changer des choses. Et c'est ce qu'on constate, par exemple, quand aujourd'hui, je vois tout le monde citer Moutamba. Moutamba a pris une vingtaine de mesures depuis qu'il est là, mais avec son stylo seulement. Et ça, vous avez suivi, il a publié un document qui fait état d'une augmentation, disons, scandaleuse de financement, de recettes du ministère de la Justice. Pour toute l'année, on a réceptionné à peu près 440 millions de dollars pour toute l'année.
sur l'ensemble de la République, 440 millions. Mais un seul guichet, depuis qu'il a pris la décision, un guichet Rawbank installé au ministère de la Justice à Kinshasa, un seul guichet pour au moins 30 jours, on a compté 444 millions de dollars dans un seul guichet. Et là, c'est juste une décision qui a provoqué un changement. Et maintenant, on peut se dire, si dans un guichet, on a les montants de l'ensemble de la République de toute une année, dans un guichet pour un mois, alors que donnerait l'ensemble de la République, tous les guichets de la RDC, je pense qu'on peut compter des milliards de dollars qui proviennent du ministère de la Justice. Et ça, c'est vraiment un signal très fort pour observer quand même un changement. Alors, revenons au troisième pilier, qui est la protection des personnes et de leurs biens. Est-ce qu'il y a des avancées à ce niveau-là? C'est le volet sécuritaire. Pour moi, lorsqu'on parle du volet sécuritaire en RDC, on a le problème sérieux, c'est d'abord le problème de l'Est. Sans parler de Kwamout et autres, c'est d'abord le problème de l'Est. Donc, pour moi, c'est vrai que le gouvernement a fait des efforts avec ce qu'ils appellent la montée en puissance des FARDC. Mais pour moi, la montée en puissance des FARDC ne suffit pas, puisque le problème sécuritaire relève des problèmes holistiques, c'est-à-dire il faut trouver une solution d'ensemble. C'est-à-dire, si vous voulez résoudre le problème sécuritaire, ce n'est pas seulement l'armée. Vous savez, à l'Est, par exemple, il y a une route, toi tu connais bien l'Est, il y a une route qu'on appelle la route de Ngomo, la route de Ngomo, la route qui part du sud Kivu jusqu'au Katanga, en passant par Kabare, Fizi, Baraka, etc. Cette route est très dangereuse, vous voyez. Alors que si on investit de l'argent dans l'armée, mais on n'investit pas de l'argent dans les infrastructures, on ne peut pas résoudre le problème sécuritaire, puisque sur cette route, par exemple, même déjà à l'intérieur du pays, il y a des gens, des passagers qui circulent sur cette route et qui tombent toujours entre les mains des assaillants, soit qui les frappent, soit qui les tuent, etc. Et pour moi, un autre indicateur en ce qui concerne la question sécuritaire de l'Est, c'est qu'il y a des territoires emblématiques qui sont occupés par les terroristes du M23 avec l'armée rwandaise. C'est par exemple le territoire de Bunagana, par exemple. Ce sont des territoires emblématiques. Donc, pour moi, il faut une solution holistique, c'est-à-dire il faut prendre des mesures diverses, pas seulement la montée en puissance de l'armée. Il faut améliorer les services des renseignements, il faut améliorer l'armée, il faut améliorer la police, mais aussi il faut améliorer les infrastructures pour résoudre la question sécuritaire. Donc, pour moi, je pense que c'est mitigé sur ces plans-là, mais nous présentons des principes. Les gens qui vivent dans ces zones, ils verront si au cours des 100 derniers jours, la situation sécuritaire sur le terrain s'est améliorée ou pas. Mais si je considère aussi le balai diplomatique qui s'est fait dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi, vous constatez qu'on fait que sur place, il y a plusieurs voyages qui se font entre Kinshasa et Luanda, Kinshasa et Luanda, Kinshasa et Luanda, pour parvenir à un accord. Il y a eu l'intervention des États-Unis et d'autres partenaires qui ont exigé le cessez-le-feu, mais en fait, le problème sécuritaire en soi est encore entier. Alors, Eric, passons l'accès aux services de base. Ouais. Les services de base, c'est ce que j'ai appelé le baromètre socio-économique dans l'introduction de cette émission, c'est-à-dire dans les services de base, il y a l'eau, l'électricité, il y a l'éducation, il y a les soins de santé, mais il y a aussi les infrastructures de base telles que les routes des dessertes agricoles. Sur ces plans, moi, si je prends un indicateur, c'est les inaugurations qui avaient commencé au niveau des infrastructures qui sont construites dans le cadre des 145 territoires.
moi, je constate qu'il y a un peu de ralentissement dans le rythme d'inauguration. C'est comme si le rythme d'inauguration des infrastructures s'était beaucoup accéléré avant les élections. Donc, j'ai bien peur que j'aimerais attirer l'attention de Madame la Première ministre sur le fait que il faut veiller que les infrastructures qui étaient en cours de construction soient parachevées et soient inaugurées pour que cela ne donne pas l'impression qu'on avait fait des inaugurations pour des raisons électoralistes. Alors, mais s'il faut parler du dernier pilier, qui est celui du renforcement du service public. Alors, avant d'aborder cette question, moi, je vais demander aux Congolais, vous qui avez peut-être des questions à poser ou un bilan à faire en direct, nous allons tenter les micros ouverts, puisque les téléphones ouverts, comme ce que nous avons toujours fait comme Masolo Kati, j'ai vu que ça peut passer, on va essayer aujourd'hui. Si vous avez une question, vous avez notre numéro ici. Laissez-moi vous montrer les numéros. Comme ça, nous allons tenter, peut-être ça peut marcher. Le numéro est ici. Alors, si vous êtes en mesure de faire quelque chose, faites-la et nous allons tenter de voir si vous allez passer en direct correctement. Alors, Eric, vous avez la parole. Oui, donc c'est ça. Donc, pour moi, en ce qui concerne la qualité des services et concernant l'enseignement, il faut maintenant penser à concevoir un système éducatif qui répond à nos besoins et à nos réalités. Puisque là, on a un système éducatif colonial, donc, qui était conçu par les Belges sur base des besoins de la métropole, c'est-à-dire sur base des besoins de la colonisation. Aujourd'hui, 60 ans après, il est temps que le gouvernement congolais puisse concevoir un système éducatif propre à nos réalités. Pourquoi ne pas enseigner aussi dans nos langues, par exemple, et apprendre aux enfants, de leur donner les notions d'économie, les notions de métiers qui vont converger ou renforcer l'idée de la création d'une économie congolaise, puisqu'on a une économie extravertie qui ne répond qu'aux besoins des pays étrangers. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a même, je ne sais pas si la grève a pris fin, il y avait aussi la grève des Congolais qui travaillent pour les Indiens, les Pakistanais, les Hindous, toutes ces personnes qui se trouvent à Kinshasa, qui se trouvent en République démocratique du Congo, qui maltraitent aussi les Congolais. Ce sont eux qui contrôlent l'économie du pays et je pense qu'on peut résoudre ces questions. Ce ne sont pas des questions qu'on va résoudre en une journée. C'est des questions qu'on va résoudre dans la durée, mais avec un système éducatif adapté à nos réalités et à nos besoins. Ici, par exemple, dans les pays occidentaux, dans les pays asiatiques, le système éducatif est organisé en accord, en adéquation entre les entreprises, donc sur base des besoins des entreprises et l'État. Ils le font ensemble, puisque ça sert à quoi d'avoir un système économique quand les enfants sortent des écoles, même des universités, après ils sont au chômage, puisqu'ils n'ont pas appris des choses qui leur donnent la capacité de contribuer à l'économie du pays. D'accord. Merci beaucoup Eric. Nous allons tenter de prendre quelques personnes pour les écouter et voir si peut-être le samedi prochain, on va faire bien Masolo Kati sans problème, qui passe très souvent à téléphone ouvert. Alors, est-ce que nous pouvons aborder le dernier pilier? J'ai demandé tout à l'heure le renforcement des services publics de l'État. Est-ce que vous voyez que Jacquemain Chabani, puisque là, c'est le domaine de Jacquemain Chabani, il est à la hauteur? Est-ce que son départ rassure? Oui, bon, là, ça chevauche entre le ministère de l'administration publique et d'autres ministères aussi, y compris le ministère de l'Intérieur, comme tu l'as dit. Mais moi, je n'aimerais pas, comme je dis, moi, je n'aimerais pas parler de l'individu, puisque moi, je prends l'action du gouvernement comme étant une action concertée.
Mais pour moi, je pense que le président était cohérent avec les personnalités qu'il a choisies, comme nous l'avons dit dans l'introduction, qui sont les personnalités du Sérail, qui ont toujours travaillé avec le président de la République dans sa vision avant qu'il ne puisse accéder au pouvoir, ou soit pendant son premier mandat. Donc, je pense qu'ils ont le temps de prendre leurs responsabilités au sérieux et de continuer à travailler. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons encore les évaluer. Alors, il y a des questions qui tombent sur... les gens posent des questions. Je vais demander à Eric de répondre à certaines questions. En même temps, nous évoluons avec l'émission. Il y a des gens qui pensent que, regardez la question, la préoccupation, le président veut créer des millionnaires congolais. Il faut qu'il protège d'abord, encourage et stimule les millions de Congolais qui existent déjà, les millionnaires congolais qui existent déjà. Donc, à ce niveau-là, c'est comme si on veut... est-ce que notre compatriote a raison? Bon, je n'ai pas très bien compris sa question, mais il dit que pour créer des millionnaires, il faut commencer d'abord par protéger ceux qui existent. Bon, je ne sais pas si nous avons déjà des millionnaires qui existent déjà, mais si on a des millionnaires qui existent déjà... Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais combien de millionnaires existent en RDC? Non, si on a des millionnaires qui existent déjà, c'est la responsabilité de l'État de protéger l'économie nationale. Donc, c'est naturel, c'est-à-dire que le rôle de l'État, c'est de protéger des personnes et de leurs biens. Donc, l'État a la responsabilité de protéger l'économie nationale. Donc, les millionnaires, les entrepreneurs locaux font partie de la priorité de l'État. Donc, c'est tout à fait, il a tout à fait raison de dire ça. Alors, il y a Marie-Jeanne Kalonji qui dit effectivement le programme éducatif est obsolète. J'ai un neveu, ingénieur informaticien. Ils sont à cheval entre la RDC et la France. Ils ont créé un logiciel d'apprentissage dans les langues. Donc, c'est-à-dire, si je comprends ici, de jeunes ont créé un logiciel dans les langues nationales pour apprendre, mais apparemment, personne n'en parle. Hein. Oui, mais ça aussi, c'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut faire les états généraux de l'éducation. Et lorsqu'on parle des états généraux de l'éducation, on voit à toutes les parties prenantes, c'est-à-dire que les enseignants, les élèves ou les étudiants, les parents, les chercheurs, les experts, etc., pour mettre en place une nouvelle politique du système éducatif qui correspond à nos réalités et à nos besoins. Parce que quand vous regardez dans d'autres pays de la sous-région, par exemple, Ashka, tu connais bien la sous-région, quand tu vas en Tanzanie, au Kenya ou dans les pays qui nous agressent, ils ont un système éducatif adapté. Ils enseignent beaucoup plus d'ailleurs dans leur langue, etc. Donc, il nous faut organiser les états généraux de l'éducation, puisque la dernière fois qu'on a organisé les états généraux de l'éducation en RDC, c'est, je crois, vers les années 90, je crois, 92, 80, wow. Des choses comme ça. Les choses ont changé, les choses ont évolué. Oui. Et comme vous le dites, Eric, si je suis en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment leur langue dans laquelle les élèves étudient ou apprennent des choses. Quand vous allez dans un bureau, au Kenya, par exemple, dans un bureau de l'État au Kenya, on vous parle en swahili. C'est lorsqu'on constate que vous êtes étranger, que vous ne comprenez pas le swahili, qu'on peut vous parler en anglais. En anglais. Oui. Ouais. Quand vous allez au Rwanda, toute l'administration rwandaise, c'est en Kinyarwanda. Ouais. Puisqu'il y a des gens qui pensent que le Rwanda est un pays anglophone ou francophone. Non, au Rwanda, tout s'est fait en Kinyarwanda. Donc,
c'est en Tanzanie, c'est les Swahili. Tous ces pays-là, c'est comme ça. Donc, c'est important que nous ayons un système éducatif propre à nous. Puisqu'au Congo, on pense que parler français, ça te donne le droit d'être intelligent. Non, c'est pas vrai. Alors, il y a notre frère qui dit le président est appelé. Je ne souhaite pas utiliser les verbes devoir, puisque le président reste une institution qui mérite du respect quand même. Ouais. Le président est appelé à vraiment ouvrir les yeux et remplacer au plus vite les ministres qui continuent de rester inactifs. Est-ce qu'il peut le faire? Un jour, on se réveille, tel ministre, tel ministre, tel ministre, on a constaté qu'ils ne sont pas efficaces, ils sont virés et remplacés peut-être par d'autres. Ça peut arriver quand même, selon cette demande. C'est le dernier mandat du président de la République. Il a l'obligation, là je parle par rapport à la population qui lui a confié le mandat, puisque le patron du président de la République, c'est le peuple congolais. Donc, le président a l'obligation des résultats vis-à-vis de la population congolaise, puisque c'est lui seul qui a été élu au suffrage universel. Donc, le premier ministre a été nommé par lui. Les ministres ont été nommés par lui, c'est-à-dire le peuple congolais ne demandera pas de compte ni au premier ministre, ni au ministre. Le peuple congolais demandera de compte au président de la République. Donc, les personnes que le président nomme ont l'obligation des résultats vis-à-vis du président de la République et non vis-à-vis du peuple congolais. Donc, c'est à lui de... C'est à lui de... Pas vis-à-vis du gouvernement. Pas vis-à-vis du gouvernement, mais pas vis-à-vis du gouvernement, mais vis-à-vis du président de la République. Oui, puisque c'est lui qui les nomme. Puisque oui, là, nous avons une constitution. C'est pour cela, moi, j'ai les débats, par exemple, sur le changement de la constitution. Pour moi, c'est mon opinion personnelle. Je me dis que je pense que ce n'est pas un débat intéressant, puisqu'on a une constitution qui donne beaucoup de pouvoir au président de la République. C'est-à-dire, il nomme et révoque le président nomme et révoque le premier ministre, nomme et révoque les ministres. Il ne nomme pas le gouverneur. Les gouverneurs sont élus par les grands électeurs, donc les députés provinciaux. La Constitution donne le pouvoir au président de la République de révoquer le gouverneur. Vous voyez, le président de la République nomme et révoque les magistrats. C'est-à-dire, on a une constitution. C'est vrai qu'il y a quelques articles qui posent problème dans cette constitution, mais cette constitution donne beaucoup de pouvoir au président de la République et qui peut même légiférer par ordonnance présidentielle. Donc, le téléspectateur qui dit que le président doit, c'est son pouvoir constitutionnel, c'est son pouvoir discrétionnaire. Il a le droit de révoquer à tout moment un ministre qui ne lui apporte pas les résultats puisqu'il est le chef de l'exécutif. Donc, c'est lui le chef de l'exécutif. Oui. Thierry Vincent pense que Aska, c'est à peu près une déception. Il dit, Aska, nous attendions, disons, à parler de chacun des ministres, mais alors pourquoi Eric ne veut plus qu'on parle de chaque ministre après l'autre? Donc, écoute, on a plus de 60 ministres, hein? Ils sont, je crois, 56 ou 58. Moi, je pense que le plus important, ce n'est pas de parler de chaque ministre. Le plus important, c'est d'évaluer l'action du gouvernement, comme nous le faisons dans secteur par secteur. Est-ce qu'il a les résultats? Vous savez que quand nous parlons, par exemple, des services sociaux de base, l'eau, l'électricité, les infrastructures de base, l'éducation. Vous savez quels sont les ministres qui occupent ces secteurs. Par exemple, est-ce que je ne sais pas si la personne qui pose la question habite au Congo, mais les gens qui habitent au Congo peuvent voir si au cours de ces 3 derniers mois, il y a eu amélioration des décès en eau et en électricité, les soins de santé. Moi, j'ai parlé... Eric, s'il te plaît, je ne te coupe pas la parole. Oui. On essaie de prendre un compatriote qui est au téléphone. Peut-être on peut bien l'écouter. Okay. Il est au téléphone.
Je pense que il est parti. Je pense qu'il il a aussi un problème de. Ok, continue, Eric. Moi, j'ai parlé avec certains responsables d'hôpitaux. Est-ce qu'il est là? C'est ça? Allô? Non, il a un problème de réseau. Allô? Bonsoir, Asta. Je téléphone à partir de Kinshasa. À partir de Kinshasa. Moi, je vais juste rajouter quelque chose par rapport aux généraux. Il faudra que le gouvernement associe des entreprises avec des universités. Donc, pour faire des programmes qui s'adaptent aux besoins des entreprises. Comme on le voit en Europe. Donc, les entreprises s'associent avec les universités. Comme ça, on va former des gens qui seront adaptés aux besoins des entreprises. Au lieu de donner des théories qui vont servir à rien, dès qu'ils arrivent dans les entreprises, ils ne savent pas quoi faire. D'accord. Alors, si ils font ça ensemble avec les entreprises, ça sera quelque chose de positif. Et ça va éviter encore notre université. Merci. C'est juste ce que je voulais dire. Merci, mon frère, depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Est-ce que tout le monde a suivi sa préoccupation? Est-ce que les sons étaient bons? Non, non, le son n'était pas bon. Tu peux résumer, HK, si toi tu as bien suivi. Ah, ok. Il dit il faut créer des personnes qu'il faut dans tous les domaines, pas mélanger aujourd'hui. J'ai donné un exemple, un médecin, parce que je connais, par exemple, si nous prenons les gouvernements, dans les gouvernements actuels, il y a Mama Bazaïba qui a fait les droits et qui gère l'environnement. Et il y a qui autre par exemple, il y a beaucoup de, je ne souhaite pas citer des cas, mais il y a des personnes comme ça qui ont fait d'autres domaines, mais qui se retrouvent dans un autre. Et là, les personnes commencent à zéro pour comprendre les secteurs et les développer. C'est ce qu'il a semblé dire. Alors, Eric, vous étiez en train de dire quelque chose là de très important. C'était. Oui, d'abord par rapport à sa préoccupation, je pense que c'est un problème sérieux au pays puisque les ministres sont nommés sur base du clientélisme politique. Tout le monde le sait, c'est-à-dire que ce sont les partis politiques qui proposent les personnes qui doivent être nommées ministres. Malheureusement, c'est le cas même pour des personnes qui doivent être nommées à la tête des entreprises de l'État. C'est pour cela que toutes les entreprises de l'État ne marchent pas, par exemple. Donc, essayons encore avec ça. Allô? Allô? Est-ce qu'il est là? Il est parti, sa connexion pose problème. Donc, c'est un problème de toutes les entreprises de l'État. Alors, il y a... essayons de prendre notre frère qui appelle. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute, vous êtes en direct, allez-y. Oui, bonsoir Eric. Je suis content de cette intervention avec M. Eric. Oui. Ce que je voulais un peu, c'est juste deux points. Le premier point, que vous avez parlé sur la révision des systèmes éducationnels. Oui. Je pense que c'est une bonne idée que le gouvernement doit travailler sur ça, parce que si vous essayez un peu d'analyser, il y a la collation des grades des différents domaines, ou bien en droit, ou bien en économie et consorts, mais sur le plan dans la vie active, tout le monde qui sont pour les grades, ils deviennent des domaines et ils commencent à chercher le travail. Alors, le système universitaire chez nous, on a formé pour que les universitaires deviennent les entrepreneurs, mais on crée pour qu'ils puissent commencer à chercher le travail. Donc là, c'est un souci et nous devons revoir notre système éducationnel. Deuxièmement, c'est dans le cadre des entrepreneurs qui se sont déjà lancés
dans les activités pour éviter que nous puissions avoir une difficulté d'avoir toute l'économie concentrée ou bien orientée dans les mains des étrangers. Et nous allons encore rencontrer des difficultés de dire qu'on nous a tout pris et les autochtones ne voient plus la réalité. Alors, je suggère vraiment au gouvernement d'encourager et de voir comment est-ce qu'il peut assouplir d'autres mesures aux autochtones, qu'ils puissent se sentir un peu plus invités et plus encouragés dans les activités qu'ils font et voir qu'ils sont plus sécurisés par le gouvernement, que le gouvernement prend ou bien met beaucoup d'attention sur l'économie ou bien sur les investisseurs étrangers. Bien sûr, ils viennent avec beaucoup de fonds, mais nous devons former le gouvernement et voir comment est-ce que les autochtones peuvent aussi prendre les relèves dans la relance de notre économie nationale. D'accord, merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Je pense que, Eric, les sons étaient bons? Oui, les sons étaient bons et j'aimerais rebondir au dernier aspect de son intervention quand il dit que les investisseurs étrangers ou internationaux viennent avec beaucoup de fonds. Donc, moi, je ne partage pas ce point de vue-là, c'est-à-dire que les économies des pays qui se développent dans le monde se développent avec les small business, donc les petites et moyennes entreprises. C'est quand vous avez plusieurs petites et moyennes entreprises dans le pays que vous allez construire l'économie de votre pays. C'est-à-dire plusieurs petits capitaux vous permettent de constituer les gros capitaux et aussi de diminuer le chômage. C'est-à-dire, vous avez, vous voyez par exemple, vous avez des pâtisseries, des boulangeries, toutes ces petites entreprises recrutent des personnes, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, et vous avez, c'est comme ça que vous construisez l'économie. Et il faut savoir aussi que les entrepreneurs étrangers, ils viennent dans un pays, lorsque dans ces pays-là, il y a aussi l'entrepreneuriat national qui se développe, puisque eux, ils viennent pour travailler avec les entrepreneurs ou les entreprises locales ou nationales, etc. Donc, c'est pas une bonne idée de penser que les investisseurs étrangers, ils viennent avec beaucoup de capitaux. La preuve, c'est que dans le cas du Congo, ils ne viennent pas avec ces capitaux-là. C'est ça la preuve. Vous avez vu, par exemple, dans le cadre du bloc, le gouvernement a mis en vente le bloc pétrolier et gazier et on n'a pas vu les investisseurs venir. Or, si le gouvernement avait mis en place une stratégie, un mécanisme qui permettent à plusieurs Congolais de se mettre ensemble, on peut lever des fonds. C'est comme ça que ça fonctionne dans d'autres pays. Je vais donner un seul exemple. La banque Equity, la banque BCDC, ex-BCDC, a été achetée par le Kenya à 95 millions de dollars américains en 2019. Et en 2020, les Kenyans ont réalisé un chiffre d'affaires d'1 milliard de dollars. C'est-à-dire, puisque les Congolais ont ouvert 1 million de nouveaux comptes avec un minimum de 100 dollars. Donc, les Kenyans ont fait un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars. C'est énorme. Aujourd'hui, cette banque fait un chiffre d'affaires peut-être qui dépasse le budget de l'État, puisqu'ils ne vous disent pas la vérité. Donc, ils tiennent toujours 2 comptabilités. Ils tiennent une comptabilité, puisque même le système fiscal est déclaratif. Donc, c'est ce que l'entrepreneur ou l'investisseur ou les commerçants vous déclarent que vous prenez en compte. Ils ont toujours 2 comptabilités. Une comptabilité qui vous montre, une comptabilité. Aujourd'hui, les Kenyans prennent des milliards de dollars au Congo, ils emmènent chez eux. C'est-à-dire que moi, je suis pour l'encouragement des petites et moyennes entreprises créées par les Congolais. Eric, il y a un sondage qui est sorti, un sondage qui classe 10 ministres. J'avais besoin de votre point de vue avant de terminer cette émission. Il y a un sondage. Quel est votre avis? Ce sondage est là. Eric, je vous présente ce sondage et je vous invite à donner votre avis en tant qu'analyste. Voici le sondage. Le sondage est intitulé
les ministres qui se sont distingués en 100 jours du gouvernement. Nous nous sommes partis sur le plan général, mais maintenant sur le plan particulier, on parle de ces ministres. Voici les tableaux, comment ils se présentent. Ici, on nous présente 10 ministres. Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec ces sondages? Bon, je ne vois pas leur nom. Tu peux citer leur nom? Comment ils ont classé? Okay. Alors, laissez-moi y aller. Okay. Je vous présente ça. Un moment, je vous présente... laissez-moi augmenter un peu les pourcentages. Et voilà. Et puis, voilà, ça peut être quelque chose de pareil. Ils sont... je peux vous citer les noms de tous les ministres. Oui. Ils sont... un moment, je vous arrange ici. Ils sont là. Il y a 10 ministres. Le premier, c'est le ministre des Finances. On lui attribue une note de 81%. C'est le ministre Doudou Fwamba. Le deuxième a une note de 77%. OK, c'est le ministre Constant Moutamba. Le troisième, c'est 72%, qui est le ministre Louis Ouatoum. S'il faut que je revienne sur leurs ministères respectifs, je pense que vous allez voir, ministre Fwamba, il est de Finances. Ministre Moutamba, il est de la Justice. Ministre Louis Ouatoum, il est de l'Industrie. Il est empoisonné, il est encore sous traitement. Il est à l'hôpital. Et puis, ça, c'est à titre d'information. Il y a le ministre Julien Paloukou, qui est le ministre du Commerce extérieur. Il y a également Madame Marie-Thérèse Sombo, qui est de l'ESU, l'enseignement supérieur et universitaire. Moi, personnellement, je ne vois pas de réforme. Ici, je suis un tout petit peu, je ne suis pas, bon, enfin, je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord. J'ai demandé, il y a les ministres, il y a la ministre Raissa Malou Dinanga, qui est de l'éducation nationale. Il y a aussi Jean-Lucien Boussa, qui est du portefeuille. Il y a Aimé Boji, qui est du budget. Il y a Jacques Chabani, qu'on met à la 9e position. Il est de l'intérieur et sécurité. Il y a aussi Acacia Bandoubola, qui est aux affaires foncières. Alors, un avis, un commentaire là-dessus? Bon, moi, sincèrement, je pense que c'est un sondage fantaisiste, puisque nous analysons sur base des éléments. Donc, quand ils font ces classements, quels sont les éléments qui leur permettent de faire ces classements? Je vous ai dit que, par exemple, ils ont donné des éléments. Je ramasse, par exemple, un cas. Raissa Malou, ministre de l'Éducation nationale. Je vous ai dit que la rentrée scolaire de cette année a commencé avec des mouvements de grève. Bon, c'est-à-dire que la plupart des écoles, vous savez que la gratuité de l'enseignement, c'est la politique phare, l'une des deux politiques phares, plus les 145 territoires du chef de l'État. Donc, la rentrée, comme chaque année, la rentrée commence toujours avec des mouvements de grève, puisque les enseignants ne sont pas payés, il n'y a pas de transport, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Donc, je ne vois pas tous ces classements, je pense qu'il est fantaisiste. Ces classements, il est fantaisiste. Par exemple, Acacia Bandobola, elle est ministre de quoi encore là? Affaires foncières. Bon, elle est ministre des Affaires foncières. Quelles sont les réformes C'est pour cela, moi, j'ai dit, je ne voulais pas personnaliser l'analyse, je ne voulais pas personnaliser les débats. Mais moi, je pense que ce classement est 100% fantaisiste. C'est ce que moi, je pense, parce que je ne vois pas les éléments. Oui, 100% fantaisiste. Oui, mais puisque, par exemple, les commerces, écoute, par exemple, les commerces extérieurs, avec Julien Paloukou, il parle, il fait des conférences, c'est bien, mais nous n'exportons rien, puisque pour les commerces extérieurs, il faut que les Congolais, donc les entreprises congolaises, puissent exporter, c'est-à-dire les biens puissent quitter le Congo
pour aller vers le monde extérieur, comme pour aller à l'Union européenne, aller aux États-Unis, aller en Chine, aller au Japon, etc. Nous n'exportons rien. Nous n'exportons rien. Donc, je sais pas, moi, je ne voulais pas personnaliser les débats. Tu vois? Et là aussi, moi, je me pose une question. J'ai suivi au Congo-Brazzaville, en tout cas, ça chauffe. C'est sur l'augmentation, je pense, 1 ou 2 dollars sur les sacs du ciment. Alors, la population est en colère. Et chez nous, on n'a pas encore pensé à uniformiser les prix de biens, comme par exemple, on trouve les prix, puisque aujourd'hui, les ciments se vendent. Chacun a toujours presque son prix. Ici, c'est 7 dollars, là-bas, c'est 8, là-bas, c'est 9. Alors que de l'autre côté, les gens sont prêts à marcher juste pour 1 dollar ajouté. Quelqu'un a trouvé on a trouvé dans un dépôt quelqu'un qui a ajouté juste 1 dollar sur le prix. J'ai suivi ça quelque part. Alors, en RDC, cette politique n'est pas encore au rendez-vous, mais il y a quand même ça sur ces ministres, sur cette liste, il y a quand même des ministres qui ont bien travaillé quand même. Non, moi je ne dis pas que les ministres ici sont de mauvais ministres, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne dis pas que ce sont de mauvais ministres, mais sauf que j'ai dit que je ne vois pas les éléments, puisque j'ai donné des cas. Par exemple, la rentrée scolaire qui s'est faite sur fond de grève, par exemple. Donc, puisque en fait, le tout ne dépend pas des ministres. Ce n'est pas un ministre qui a toute la responsabilité de faire en sorte que les choses puissent marcher. Donc, il faut trouver des solutions holistiques aux problèmes. Donc, il faut que l'administration, d'une manière générale, puisse fonctionner. Il faut que le gouvernement puisse fonctionner, que les ministères sectoriels, parce qu'un ministre de l'éducation, par exemple, ce n'est pas lui qui paye les enseignants. Un ministre de l'éducation, ce n'est pas lui qui mécanise les enseignants. Les enseignants, par exemple, sont mécanisés par le ministère de la fonction publique, qui gère les ressources humaines de l'État, qui est puisque le ministère de la fonction publique, par exemple, il joue le rôle du directeur des ressources humaines, les ressources humaines du gouvernement. Si lui ne mécanise pas, le ministre de l'Éducation ne peut pas mécaniser les enseignants, par exemple. Si les finances ne payent pas, encore que pour payer les salaires, ça ne dépend pas seulement du ministère des Finances. Il faut que ça parte du ministère du Budget, que ça arrive au ministère des Finances, que ça aille à la Banque centrale, qu'il y ait des disponibilités de fonds pour qu'on puisse payer. Vous voyez que, par exemple, si les enseignants ne sont pas payés, est-ce qu'on peut faire porter cette responsabilité au ministre de l'Éducation? Non, c'est une responsabilité du gouvernement, une responsabilité collégiale. Donc, voilà pourquoi moi, je ne voulais pas vraiment personnaliser cette évaluation, cette analyse. D'accord. Merci, merci Eric. J'apprends qu'il y a une dame dans ce gouvernement qui est aussi empoisonnée. Et cette histoire, comment cette histoire du poison ici, ça vient d'où, Eric? Quel est votre commentaire? Nous allons terminer l'émission par là pour aujourd'hui. Il y a une dame, semble-t-il, il y a une dame. Là, je donne au conditionnel. Là. Ouais. Il y a une dame qui serait empoisonnée, ministre. Alors, Louis Watoum est encore à l'hôpital. Ce phénomène ici, c'est une manière de sanctionner certains ministres par leur cabinet. Ou comment ça s'explique en fait? Bon, la question d'empoisonnement, comme des questions de maladies récurrentes, par exemple les maladies des mains sales comme la typhoïde et d'autres types de maladies telles que le VIH, la tuberculose. Je pense que il faut que la santé publique, le ministère, le gouvernement, moi je préfère parler du gouvernement, que le gouvernement puisse créer des laboratoires d'analyse, par exemple, et des hôpitaux, afin de permettre que les Congolais, puisque c'est bien, on parle puisqu'il s'agit des ministres, mais il y a plusieurs personnes aussi qui sont empoisonnées tous les jours ici, qui peuvent être des cadres dans les entreprises ou dans l'enseignement ou, je ne sais pas moi, dans un autre secteur. On ne va pas parler d'eux puisque ce sont des personnes anonymes qui n'occupent pas des fonctions qui permettent de leur mettre sous les projecteurs de l'actualité.
Donc, je pense qu'il faut, ça pose la vraie question, la vraie réflexion qu'il faut faire, c'est l'amélioration du système de santé publique pour que nous ayons des laboratoires et des hôpitaux capables de prendre en charge en toute urgence ce genre de situation, je pense. D'accord. Merci beaucoup, Eric Mwamba. Je pense que nous étions un tout petit peu longs, mais pour parler de ce gouvernement qui a totalisé 100 jours, alors je pense que chacun a tiré d'une manière ou d'une autre sa conclusion. Est-ce qu'ils sont sur une bonne voie? Est-ce qu'ils peuvent faciliter à Félix Tshisekedi d'atteindre ses objectifs, sa vision? Ce sont des questions que nous nous posons. Quand est-ce que nous allons organiser notre sondage ou une évaluation à ce gouvernement, Eric? Après combien de mois encore? Bon, il faut commencer dès maintenant, parce qu'un sondage s'est fait sur base d'un certain nombre de critères et sur base d'un certain nombre de jours aussi. Mais moi, ce que je pourrais dire peut-être pour conclure, HK, moi, je déplore le fait qu'il n'y a pas de données statistiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les data sur l'action du gouvernement. Moi, j'encourage le gouvernement à penser à la création des données statistiques, à penser à la création des informations et à les mettre à la disposition de la population, puisque c'est sur base de ces informations. Dans un pays où nous n'avons pas des infrastructures physiques, il faut que nous ayons des infrastructures numériques. Les infrastructures numériques peuvent constituer une alternative au manque ou bien aux faiblesses des infrastructures physiques. Il n'est pas normal que nous n'ayons pas des informations disponibles. Dans le cadre de la redevabilité, dans le cadre de la transparence et de la vérité dans la gestion des affaires publiques, il faudrait que l'État pense à créer des données, puisque ce qu'on reproche aussi à la RDC, c'est que le gouvernement va dans des négociations au niveau international, par exemple, ils tiennent des discours, mais après, quand on leur demande de présenter des dossiers, ou soit quand les personnes intéressées ou les suivent au pays, il n'y a pas de dossiers, il n'y a pas de données, il n'y a pas des études. C'est ce que les Chinois, par exemple, ont reproché, que vous parlez de blocs pétroliers, mais vous n'avez pas fait des études de faisabilité. Vous avez autant de millions de terres arables, d'hectares, des terres arables, etc., mais vous n'avez pas d'études de faisabilité, puisqu'il faut faire les études de faisabilité, par exemple, quelles sont les cultures qu'on peut faire. Il ne s'agit pas seulement de dire on a autant de millions de kilomètres de terres arables, mais il faut dire quelles sont les cultures qu'on peut faire au Congo. La Côte d'Ivoire, par exemple, en dehors des cultures que les colons avaient laissé, les cafés, cacao, la Côte d'Ivoire a créé de nouvelles cultures, par exemple l'anacade. Et ils ont développé un marché avec l'Inde. Ils exportent vers l'Inde. Ils ont créé la filière igname, ils ont créé la filière aubergine, etc. Donc, il faut faire des études de faisabilité et mettre ces informations à la disposition du public. Il faut améliorer le climat des affaires. On a un climat des affaires. Moi, je discute avec les directeurs provinciaux du guichet unique, par exemple, qui se plaignent que quand les gens s'enregistrent, c'est un dossier du Grand Journal qui va sortir dans le numéro du magazine spécial que nous préparons sur le Sud Kivu. Quand les gens enregistrent leurs entreprises au niveau des provinces, l'argent perçu va à Kinshasa. Kinshasa ne rétrocède pas le pourcentage de provinces. Donc, il y a autant de questions. C'est le reproche aussi qu'on fait au niveau des provinces. Les 40% prévus dans le cadre de la Constitution pour rétrocéder aux provinces ne reviennent pas. Les provinces n'ont pas les moyens. Vous allez voir que tout le monde, tous les ministères se plaignent qu'ils n'ont pas de moyens. Donc, on ne saura pas mettre les 6 piliers du chef de l'État en branle s'il n'y a pas de moyens. Ça, c'est vrai. Une question importante. Bon, on va rappeler la français et la langue parlée n'a bisoté. Trop de français. Pourquoi vous ne faites pas des analyses en langue congolaise? Nous avons critiqué ça ici tout à l'heure. Et alors, Eric,
Oui, je préfère, je préfère. Maman Germaine, que nous depuis l'état de. Quel état ici? Alors, elle a toujours demandé pourquoi toi et Eric, vous voulez toujours faire vos analyses en français. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Oui, je préfère qu'on parle des langues congolaises et non du lingala, puisque je peux parler en swahili aussi, ou en chiluba, ou bien en kikongo, ou bien en lingala. C'est là que le problème se pose. Hein? Oui, je peux parler. Je ne suis pas obligé de parler seulement en lingala. Je peux faire l'émission en kikongo aussi. Donc, alors, parce qu'on a 4 langues. On a 4 langues nationales, mais il faut préciser aussi que le français fait partie aussi des langues congolaises aussi. C'est ça aussi qui complique la situation en RDC. Alors, bon, merci beaucoup. Maman Germaine aussi a toujours posé cette question. Maman Germaine Mbote. Maman Germaine, merci beaucoup. Mais il y a une proposition. Vous savez, il y a notre soeur ou frère, Félix Mobenga, qui dit il faudrait, si on attrape un vendeur de poison, les peindre en public. Je me rappelle au Rwanda, il y avait, à un moment donné, on met à leur porte poison à vendre ici. Alors, il y a eu une loi interdisant cette pratique et je pense que chez eux, ils ont diminué, mais les phénomènes ont pris de l'ampleur du côté RDC aujourd'hui. Les gens meurent plus du poison que de la malaria et d'autres maladies. Est-ce que cette proposition... Moi, je pense que la solution, c'est d'avoir des laboratoires d'analyse, puisque le poison, c'est quoi? C'est une substance à laquelle les gens vont faire l'allergie. C'est comme tu peux prendre n'importe quel médicament, ou soit tu peux manger une nourriture qui te fait du mal et puis ça t'amène à la mort. Moi, je pense que comme la question du poison devient récurrente dans le pays, il faut créer des laboratoires pour détecter et soigner les gens rapidement, je pense. Au lieu de les amener en Inde. Au lieu de les amener en Inde. Et puis, puisque au lieu de dire que quand on va attraper la personne qui a mis le poison, on va le prendre, ce n'est pas évident qu'on va voir la personne en question. Ce n'est pas évident. Mais si on installe des laboratoires et que toute personne victime du poison est immédiatement prise en charge, je pense que les gens qui utilisent le poison vont se décourager. Peut-être espérons. Alors, merci Eric. Nous allons terminer aujourd'hui par ça. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui dans cette émission, malgré tous les petits problèmes techniques que nous avons eus. Et l'émission reste sur Internet. Les autres peuvent suivre ça. Vous pouvez suivre ça à la maison et autant que vous voulez, autant libre que vous avez. Nous vous remercions pour votre fidélité, surtout très souvent, et surtout sur votre interactivité aujourd'hui. J'ai vu, vous avez posé beaucoup de questions, vous avez réagi. Alors, moi, j'aime ça très souvent. Nous disons merci à Eric Mwamba d'avoir été des nôtres. Eric, merci et bonne journée en Australie. Je pense que vous êtes maintenant 7h, 6h. Il est 8h juste. 8h du matin. 8h juste. Alors, merci beaucoup. Bon dimanche et puis allez à l'église parce que vous êtes déjà les dimanches. Merci. Allez, bonne nuit à ceux qui sont la nuit. Bonne journée à ceux qui sont la journée. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, mesdames, messieurs, merci. C'est par ici que nous mettons un point final à l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour votre fidélité. Partagez-moi cette émission. Likez aussi. J'ai vu notre ami Richard, Richard et Marie, tout le monde qui demandait à ce que l'émission soit partagée et soit likée. Vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous et nous vous serons toujours reconnaissants. L'équipe grandit chaque jour. Nous sommes à peu près maintenant à presque 140 000. Nous sommes en train de partir et je pense que c'est bien pour notre communauté. Ecola m'a toujours de plus en plus. Yamonene. Que mon Dieu vous garde et très bon week-end à tout le monde. Aujourd'hui, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses
car chaque jour est une vie. Mais n'oubliez pas de protéger la République démocratique du Congo. Protégeons le président de la République, protégez cette émission et protégez aussi les présentateurs de l'émission. Alors, à demain pour le prochain numéro et bonne soirée chez vous. Au revoir. Nelson Yanzila, Koko Yasuka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama Nazambe. Bamamana este bobatelama.